Puis on a décollé avec ça et on a fait 650 000 pièces de chiffre d'affaires la première année. Première année? Ouais, première année. Fait que, donc, on s'est dit, wow, on a une business. Après 5 mois, on enchaînait nos jobs à temps plein. On se mettait à temps plein dans le business. Et ça a décollé. La deuxième année, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Puis on a fait des profits pendant les 17 ans que duré l'aventure. On a toujours été profitable. Bienvenue sur l'épisode 12 du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous désirez recevoir un deuxième avis sur vos campagnes publicitaires, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse Facebook gratuite. Notre équipe se fera un plaisir d'analyser selon 10 points spécifiques vos efforts en ligne. Aujourd'hui sur le podcast, on aborde le sujet de la vente d'entreprise avec nul autre que l'ex-dragon Serge Beauchemin. Serge va nous expliquer aujourd'hui les 9 étapes que lui et ses associés ont suivies au début des années 2000 pour vendre leur organisation Treesoft, qui à ce moment faisait 75 millions de chiffre d'affaires annuel. Si vous avez une organisation en croissance et que l'idée de vendre votre entreprise vous intéresse, je vous invite à prendre une feuille, un crayon et d'écouter attentivement l'épisode d'aujourd'hui. Serge rentre en détail sur tous les points à savoir avant une transaction, comme l'équipe à bâtir avant même de penser à transiger, définir clairement ses acquéreurs potentiels ou encore comment savoir si le moment est venu pour vendre son entreprise. Exceptionnellement, mon entretien avec Serge a duré plus d'1h30. J'ai donc décidé de diviser l'entretien en 2 parties. Sans plus attendre, voici le premier segment de ma discussion avec Serge Beauchemin. Serge Beauchemin, tu es un homme d'affaires assez connu et apprécié du peuple québécois pour tes nombreuses apparitions à la télévision, notamment à l'Œil du Dragon, encore à un moment décisif, lancé il y a quelques mois seulement sur VTL. Tu as lancé à 22 ans seulement l'entreprise Treesoft, qui faisait à l'époque la revente de logiciels informatiques. Une entreprise qui a connu une croissance fulgurante jusqu'à atteindre 75 millions de chiffre d'affaires annuel lors de sa vente en 2005. On te connaît également comme un investisseur expérimenté qui possède plus de 15 organisations dans son portfolio. Puis si je me trompe pas, 9 d'entre elles viennent de tes ententes conclues à l'Œil du Dragon. Serge Beauchemin, merci énormément aujourd'hui d'être sur le podcast Hypercroissance. Ça fait grand plaisir, Antoine, d'être avec toi et bien heureux de pouvoir partager mon expérience. Ça peut aider 1 ou 2 personnes quelque part. J'en serai très satisfait. Imagine si ça en aide une centaine. Ça va être vraiment le pied total. Ben, c'est l'objectif aujourd'hui. Serge, j'ai eu la chance, en me préparant pour notre entretien aujourd'hui, d'écouter les dernières entrevues que tu avais pu donner, autant à Olivier Lambert et à Marco Bernard sur leurs podcasts respectifs, mais également à Julien Brault pour son Facebook Live Open Wallet. C'est durant cette émission avec Julien que je t'ai brièvement entendu parler de la vente de ton organisation Treesoft qui s'est déroulée au début des années 2000. J'aimerais donc aujourd'hui aborder ce sujet-là avec toi, mais avant de commencer, peux-tu nous raconter le début de l'aventure Treesoft avec tes associés à la fin, si je me trompe pas, des années 80? Et écoute, je vais faire ça vite parce que j'en aurais pour 1 heure et même 2 et 3 là, si je me laissais aller. Là, mais rapidement, écoute, Treesoft, c'est né d'une idée qui était une bonne idée dans cette année-là ou dans ces années-là. Il faut se mettre dans le contexte. Les années 80 ont été le début de l'ère informatique. Là. On parle de 81, le premier IBM PC sur le marché. 84, le premier Macintosh. Apple II était sorti à l'époque, je pense, en 78 ou 79. Alors, tu sais, c'est le début là, de l'ère informatique. Et aujourd'hui, ça nous paraît acquis. Là. C'est présent partout. Dans ce temps-là, c'était vraiment la patente, la nouvelle patente qui intéressait les nerds, mais pas les gens d'affaires et pas l'ensemble de la société. Là. Donc, je dirais que quand moi, je suis arrivé en affaires, j'ai 22 ans, 87. J'ai, pour différentes raisons, lâché l'emploi que j'occupais à l'époque comme vendeur. L'emploi très, très rémunérant. Et je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de faire ça pour moi plutôt que de le faire pour les autres. C'est-à-dire que je suis bon vendeur, j'ai un bon réseau de clients. Alors, pourquoi je partirais pas ma business plutôt que d'aller vendre ou d'offrir mes talents comme vendeur à une autre entreprise? C'est peut-être une bonne occasion de le faire pour moi. Et il y avait un contexte intéressant, c'est que début des années 85-86, les lois venaient de changer sur la protection des œuvres numériques. C'est-à-dire qu'au tout début des premiers logiciels, les lois ne savaient pas trop comment gérer ça, ces patentes-là, c'est le software et du code. Les compagnies commençaient à se plaindre de plus en plus que ça n'avait pas de bon sens, que tout le monde copiait leurs produits, littéralement. C'était facile à copier, une œuvre numérique. Donc, les lois ont changé pour protéger les auteurs d'œuvres numériques et il y avait des amendes salées pour les compagnies maintenant qui étaient pour copier des logiciels. Là, moi, je me suis dit, oh my God, ça, c'est une
une maudite belle opportunité. Ça veut dire que les gens qui font les lois, donc les gouvernements, vont évidemment les respecter, les premiers à respecter ça. Ce sont des grosses entités. Hein, Les machines gouvernementales, c'est des gros clients d'informatique. Et ces gens-là vont se mettre à acheter des logiciels, ce qu'ils faisaient pas il y a 4-5 ans. Du coup, ils vont forcer aussi leurs fournisseurs à faire de même. Hein. Ils vont dire à leurs fournisseurs, si vous voulez continuer à fournir au gouvernement, vous devez être légal et respecter les lois, donc achetez vos logiciels aussi. Et tout ce qui est parapublic, forcément, donc l'éducation, la santé. Ça allait suivre. Je me suis dit, wow, une demande de fou sur le marché qui s'en vient. Et dans la réalité, pas d'offre. C'est-à-dire, personne vendait du software parce que tout le monde s'en foutait un peu, comme le public en général le copiait. Évidemment, tout le monde vendait les 4-5 titres populaires, mais les titres un petit peu plus obscurs, personne ne vendait ça. Je le savais bien, puisque je travaillais dans des boutiques, les gens rentraient, disaient, je peux-tu acheter tel produit? Puis on disait, on vend je suis curieux, Serge. Ouais. Tu parlais que tu étais en vente avant. Est-ce que tu étais dans le même domaine? Est-ce que tu vendais? OK. Fait que c'était littéralement. Software, tu vendais du software, puis là, tu t'es dit par la suite, on va continuer en gérant. En fait, je vendais du software et du hardware. J'étais un vendeur d'un magasin informatique. OK, je comprends. De l'époque, les magasins étaient Computerland. C'est là que j'ai travaillé. Okay. Chez FutureByte à Longueuil. Il y en avait un à Montréal. Il y en avait un autre dans l'Estrie, peu importe. Alors, j'étais vendeur dans des boutiques informatiques et pour un distributeur juste avant de partir à Treesoft. Alors, donc, je trouvais qu'il y avait un bon déséquilibre entre la demande énorme pour un produit et l'offre qui était peu abondante. Bon vendeur, il me semble que c'était un bon timing pour partir une business. J'en parle avec deux chums. On se fait un setup, puis on dit, écoute, on n'a pas l'argent ou à peu près. Les deux autres avaient... André était déjà en maison, il avait une voiture, une maison. L'autre, Michel, avait un condo, une blonde de 25 ans. Alors, personne n'avait vraiment d'argent à investir. Alors, on s'est fait un setup où on engageait la sœur d'un des trois pour qu'elle reste à la maison. Donc, elle était sur l'assurance chômage. On s'est dit, on va te payer en dessous de la table, tu restes à la maison, puis tu fais un setup où on a installé une ligne résidentielle de plus chez elle, puis on a enregistré le nom de notre compagnie, puis on était parti comme ça. Puis on s'est dit, quand on fera assez d'argent pour payer le salaire d'un de nous trois, un de nous trois lâchera sa job pour travailler à temps plein dans l'entreprise jusqu'à ce qu'un jour, tous les trois, ils travaillent à temps plein. Alors, c'est le setup qu'on a fait. On a appelé ça 3 Soft parce qu'on était 3 le soir où on a trouvé le nom. Ah, intéressant. Alors, 3 gars, software, 3 Soft. Et c'était parti. On a fait faire des cartes d'affaires. On a choisi noir comme couleur corporative. Ça nous permettait d'avoir du papier polycopié à l'époque. C'est une technologie qui n'existe plus, mais qui coûtait pas cher pour faire des photocopies. Et des cartes d'affaires noires, tu n'avais pas d'extra payé pour la couleur. Le noir, c'est l'angle de base dans l'affaire. Fait que c'était le cheap way. Tu sais, là, on n'a pas d'argent, c'est cheap way. Ça nous a coûté chacun 10$ pour ouvrir le compte de banque, puis un autre 10$ pour enregistrer le nom de la compagnie. Fait qu'on s'est targué de dire qu'on a mis 40$ comme investissement de départ dans notre compagnie. Et on finançait nos achats littéralement avec nos cartes de crédit personnelles. Donc, on achetait des produits avec nos cartes de crédit, on les revendait. Comme dans un bootstrap total au départ. Complètement total. On se dit, regarde, on n'a pas tellement d'argent, on va tout bootstrapper, low cost, puis par la suite, j'imagine que c'est à partir de là que tu dis, on va faire des ventes. Toi, tu étais un vendeur à l'époque. Ouais, tu n'as pas dû attendre longtemps avant d'aller chercher les clients. En fait, on a fait l'inverse de ce que la plupart des gens font en affaires. Nous, on est allé chercher les clients d'abord, puis après, on est allé chercher les produits. Fait que, on dit aux clients, on peut vous vendre n'importe quoi. Voici la liste de tous les produits qu'on peut vendre. On avait développé un truc dans une base de données. On disait ça à toutes les grandes compagnies à Montréal puis au Québec. Et il y a une couple là-dedans qu'on a convaincu de nous essayer. Mais eux autres ne savaient pas qu'ils achetaient 2 gars qui techniquement travaillaient pas dans ce business-là, puis qu'il y avait une fille qui était dans un appartement, là, un duplex à Longueuil, là, mais bon, on leur a fait croire qu'on était une grande compagnie sérieuse. Puis quand on a eu nos premières commandes de produits, là, on raccrochait le téléphone, on appelait aux États-Unis, on plaçait la commande parce qu'on l'avait vendu le produit. Alors il y a pas de une manière après là. C'est ça. Fait qu'on vendait d'abord, on livrait par la suite. Et ça a parti relativement assez vite. En fait, on était 2 bons vendeurs et le troisième, Michel, pour des raisons très personnelles et compréhensibles, lui a débarqué de l'histoire dès qu'il a senti qu'on était sérieux puis qu'il fallait lâcher nos emplois pour que ça marche. Il y avait moins la fibre peut-être. Ouais, moins la fibre puis peut-être d'autres engagements. C'est pas facile de dire. À 21, 22 ans, nous, on n'avait rien à perdre. Absolument. On a une voiture, mais on n'a pas de voiture vraiment. C'est la banque qui possède ta voiture. Là, puis, le cash, on avait dépensé plus qu'on avait accumulé. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Fait que, partir en affaires à 22 ans, quand tu n'as rien à perdre, tu peux donner bien du temps, bien des efforts. Michel était déjà un peu plus loin dans sa vie. Il avait déjà une blonde, il habitait en condo. Fait que partir, pour lui, si ça marchait pas, il fallait qu'il remplisse ses obligations, payer son condo. Si ça marchait pas, il perdait son condo. Sa blonde qui habitait avec lui aurait probablement pas aimé ça. Il y avait des implications plus grandes. Alors, Michel a débarqué. On n'a pas changé de nom non plus parce qu'on était rendu 2 gars. Puis là, on a appelé ça 2 Soft en français ou Two Soft en anglais. C'était pas bien cool. Et tabarouette, hein? Fait qu'on a gardé 3 Soft puis on a décollé avec ça et on a fait 650 000 $ de chiffre d'affaires la première année. Première année? Ouais, première année. Fait que, donc, on s'est dit, wow,
on a une business. Après 5 mois, on fait nos jobs à temps plein, on se mettait à temps plein dans le business. Et ça a décollé. La deuxième année, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Puis on a fait des profits pendant les 17 ans que duré l'aventure. On a toujours été profitable. Alors, c'était une super aventure de croissance. Là-dedans, on a tout appris. Moi, la seule formation que j'ai eue, c'était un cours de comptabilité 101 au cégep parce que je m'étais dit un jour, je serai entrepreneur. Alors, j'avais pris ça comme cours aléatoire, là. Pas aléatoire, mais optionnel. Alors, j'avais pris comptabilité 101 là-dedans. J'avais les notions de compta, là, des débits, crédits, puis l'équation comptable. C'est avec ça qu'on a parti avec Simple Comptable, la comptabilité de la patente. Puis, et André, c'était un gars d'informatique, plus ferré que moi. Puis, on a fait une christie de bonne job pour mettre ça en place puis apprendre sur le tas. Donc, on a tout fait les erreurs possibles et inimaginables. On s'est planté à plein de niaiseries, plein de places. Mais, somme toute, on a fait plus de gains que de pertes. Puis, l'aventure s'est avérée très, très concluante. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu as mentionné, Serge, qu'on parle, vous avez lancé ça il y a une trentaine d'années maintenant. Ouais. Donc, le contexte d'affaires est différent il y a 30 ans de maintenant, mais tu as mentionné un truc, vous étiez une business, on va dire, vous vendiez des logiciels informatiques. Les business tech aujourd'hui sont beaucoup plus orientés sur les ventes, les revenus. Puis toi, tu as mentionné un truc, nous autres, on était profitable. Puis je t'ai entendu dire quelque chose, je pense, dans le podcast récemment avec Olivier Lambert. Une des valeurs de l'entreprise que vous aviez à l'époque, c'était la profitabilité. Ouais. Mais ça, je trouve ça fascinant parce que beaucoup d'entreprises, souvent, on va être orienté uniquement sur les revenus. Puis vous autres, dès le départ, vous avez dit, garde, on va grossir, on va en faire des ventes. Somme toute, vous êtes arrivé à 75 millions de chiffre d'affaires à la fin. Mais on va être profitable au même moment. On n'avait pas les moyens de pas être profitable, nous autres. Il n'y avait pas personne qui nous finançait. Dans ce temps-là, il y a 30 ans, il n'y a pas... Capital risque était totalement différent. Là. C'est des concepts qui étaient encore à leur premier balbutiement aussi. Puis la technologie, ça commençait. C'était extrêmement risqué comme domaine d'investissement d'une façon ou d'une autre. Alors, puis moi, je faisais rien de sorcier. J'achetais à gauche puis je vendais à droite. C'est encore moins facile à financer. C'est comme un retail corporatif là, qui va vouloir te prêter de l'argent. Mais j'avais même pas d'inventaire. Là. Nous autres, on stockait rien. Ou à peu près. On vendait d'abord puis on achetait après. Fait que pas besoin d'avoir d'inventaire. Fait que trouver du financement pour une business comme ça, c'était extrêmement difficile. Alors, il fallait faire des profits. Il fallait capitaliser nos profits année après année pour gonfler la valeur de l'entreprise sur du concret, du solide, pour augmenter nos marges de crédit, pour ultimement pouvoir financer la croissance des ventes. T'sais. On n'avait pas bien le choix. 2, on vient d'une école où, il y a 30 ans, on pensait pas bâtir des business sur la prémisse de base qu'on va lever du cash, on va lever de la clientèle avec laquelle on fait pas d'argent. On va lever encore du cash parce qu'on a levé beaucoup de clientèle pour en faire encore plus avec laquelle on fait pas d'argent pour ultimement se sauver rapidement en vendant ça à quelqu'un d'autre. Hein? Ça ressemble pas mal. C'est excessivement bien résumé avec le contexte actuel des business tech. Ça ressemble beaucoup à bien des projets. Là, je fais ça avec un peu de satire là, parce qu'il y en a des super belles business qui ont 100%. Réussi à bien faire ça. Là, mais beaucoup de jeunes démarrent, des jeunes pousses. Là, je parle pas des jeunes d'individus, là, mais des jeunes entreprises qui démarrent, qui ont cette prémisse de base, qu'ils croient ou qu'elles croient à tort avoir du succès parce qu'elles ont réussi à lever 3 ou 4 rondes de financement. Mais lever des rondes de financement, c'est un succès dans le financement. C'est pas nécessairement un succès dans l'entrepreneuriat, dans le sens que 100%. faut que l'entreprise soit capable d'acquérir des clients avec lesquels tôt ou tard elle va devoir faire de l'argent. Tu sais. Il y a des entreprises qu'on connaît que je nommerai pas, mais qu'il y a des entreprises qui ont toujours pas de modèle de revenu. Là. Tu sais, ça va faire 5 ans qu'ils lèvent des rondes de financement et que les employés, le nombre d'employés grandit, que l'entreprise grossit, fait de plus en plus d'acquisitions de clientèle qui paye pas, en se disant, comme Facebook, un jour, on va convertir ça en revenus. Il y en a combien? Mais méchant tapon, tu sais. Mais il y en a combien au final qui deviennent comme Facebook? Il n'y en a aucune, tu sais. Il n'y a pas tant que ça. Exactement, tu sais. La beauté, c'est que souvent, il y en a là-dedans qui sont chanceux puis qui ont le temps de le flipper à quelqu'un d'autre qui espère faire de l'argent avec un jour. Et c'est quelqu'un d'autre-là, il a tellement d'argent surévalué sur sa propre business qui peut se permettre d'acheter 3-4 patentes à gauche par à droite. Ben, tu sais, si tu la vends 15-20 millions, ta patente, tu as fait un méchant bon win. Alors que dans ma vision à moi de l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, ça teinte ma conception de la réalité. Mais dans mon temps, moi, on pouvait pas faire de la business comme ça. C'était complètement différent. Puis ça se pouvait juste pas. Là. Puis si on revient un petit peu, on parle de TreeSoft. Là, à ce moment-là, 650 000, première année en termes de chiffre d'affaires. C'est une bonne première année, on va dire ça comme ça. Ben, si on fait en dollars d'aujourd'hui, là, 30 ans, mettons à 2% par année, c'est probablement, ça double à toutes les 18, toutes les 35 ans, c'est tout ça? J'ai pas la mathématique comme vous dans ma tête, là, mais je peux dire qu'en dollars d'aujourd'hui, 650 000, c'est probablement 1,5 million, là, c'est pas plus. Si vous doublez l'année d'après. On a passé 1,5 million l'année d'après. Alors, c'est clair que c'était une business qui était en bonne croissance, puis le grand secret de la patente, c'est qu'on était orienté 100% de notre temps au développement des affaires. Tu sais. Intéressant. Nous, notre bread and butter, c'était d'acquérir des nouveaux clients et d'élargir 100% du temps notre base de clientèle, d'augmenter nos revenus. On
pensait qu'à ça, on ne faisait que ça. Puis c'était relativement facile, puisque, comme je disais tantôt, on vendait d'abord, puis on achetait après. Fait qu'à chaque fois qu'on avait une vente, nous, on était déjà capable de concevoir l'impact sur notre profitabilité, l'impact sur nos possibilités de croissance. Alors, le modèle d'affaires était fait que, c'est sûr, vous pouviez vendre énormément, sans nécessairement avoir stocké plein d'inventaire. Fait qu'au final, le cash flow, ben, t'as pas trop à te soucier à ça, de te dire, hey, dans combien de temps que je vais pouvoir me faire payer quand tu te fais payer avant de livrer non, malheureusement, ils payaient pas avant de livrer. Ah, OK, bon. Alors, le cash flow, on a eu plein de problèmes de cash flow à partir du 3e mois et pendant les 15 ans qui a suivi la croissance. Okay. Tu sais, parce que personne s'en sort de ça. non. Puis là, ce qui est drôle, c'est que nous, c'était le problème de cash flow que mon banquier qualifiait de positif, dans le sens que on vend trop, on n'a pas d'argent pour acheter ce qu'on a vendu. C'était un problème de cash flow pareil, mais c'est un gros problème. La plupart du temps, c'est les problèmes inverses. Tu vends pas assez, puis tu as les comptes qui rentrent, puis là, tu cherches du cash. Tu sais. Nous, on vendait trop. Puis on cherchait du cash pour continuer à financer ce qu'on avait déjà vendu. Tu sais. Fait que en théorie, c'est beau. Dans la pratique, c'était complexe pareil parce qu'il n'y avait pas de capitalisation. On n'a pas mis d'argent dans le business. Alors, quand tu viens pour emprunter 200 000 à la banque, ils disent qu'est-ce qu'il y a dans le business? Ben, on a chacun 10 piastres. Ils disent, ça marche pas, là. C'est pas nous autres qui allons capitaliser, prendre 100% des risques pour des intérêts sur un prêt. Alors, c'était relativement complexe quand même à financer. Puis, le gros secret, c'est qu'on était capable, nous, de financer par les fournisseurs. On a mis la pression sur nos fournisseurs en disant, on est des méchants bons vendeurs. On a une business en croissance. Si vous voulez qu'on achète chez vous au lieu d'aller acheter ailleurs, ben, il va falloir que tu me donnes du crédit. Alors, on a négocié avec les fournisseurs, puis ça, ben, ça a été le secret de l'histoire, puisque les marges de crédit se sont ouvertes auprès de nos fournisseurs, ce qui a permis d'accélérer la croissance et d'augmenter les ventes, dégager plus de profits. Du coup, on capitalisait davantage. Les banquiers ont été plus enclins à nous prêter de l'argent et la roue continue à tourner année après année si tu continues à accumuler des profits comme ça. Alors, intéressant. C'était l'histoire en quelques secondes ou quelques minutes. Puis si on parle après de cette croissance-là, donc au final, on voit que ça commence à lever assez rapidement. Vous continuez cette croissance-là année après année parce qu'au final, si tu pars de 650 000 puis tu venais à 75 millions, ça s'est rarement arrêté, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette croissance-là, 5 ans, 10 ans après le lancement, jusqu'à quelques années avant que vous décidiez de vendre l'entreprise pour voir ça a été quoi les différentes étapes qui a amené jusqu'à se dire, là, tu sais quoi, c'est peut-être le temps de vendre l'organisation? Ben, écoute, le premier 5 ans, full throttle d'invente, full throttle dans le développement au Québec. Notre vision, nous autres, c'est d'être le plus grand au Québec dans ce temps-là. André et moi, on vient de milieux relativement modestes de la Rive-Sud. Alors, tu sais, pour nous, la planète, c'est le Québec, là. Fait qu'on veut devenir le meilleur au Québec. On veut dominer notre marché. Alors, on est vraiment en développement des affaires pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans de profitabilité aussi, on commence à avoir de l'ambition. Donc, à dire, écoute, on pourrait peut-être faire autre chose aussi, à joindre d'autres services, d'autres produits. Alors, on a commencé à développer d'autres services et solutions qui venaient complémenter notre offre. Là, par exemple, on a commencé à offrir à l'époque des services d'intégration de technologie. Donc, on faisait de l'installation de réseaux Novell, pour ceux qui se rappellent, et des conversions de réseau Novell à réseau NT aussi, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là. On a fait aussi du placement de personnel technique, parce que beaucoup de nos clients qui disaient, hey, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider pendant 6 mois avec tel ou tel produit qu'on a acheté chez vous? Alors, on commence à placer aussi du personnel technique. On a fait aussi de la formation. On a fait aussi de la vente de Great Plains Dynamics, qui appartient maintenant à Microsoft. Peu de gens savent que Great Plains Dynamics, c'est 3Soft qui a francisé ça. Donc, le produit est en anglais, puis c'est nous qui avions le mandat de mettre ça en français pour l'Amérique du Nord. J'imagine que de parler français devient un énorme avantage pour tous ces logiciels-là américains qui habituellement sont juste faits en anglais. Exactement. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Puis comme on était un de leurs bons vendeurs en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, on était un go-to partner naturel pour eux autres. Dès qu'ils voulaient avoir une version française, ils nous appelaient. On a fait les services techniques pour tous les produits Norton pendant plusieurs années. Quand tu appelais pour un 800 Norton en français, ça répondait chez nous à Brossard. Alors, on a eu beaucoup d'entrées par nos relations avec beaucoup de gros noms de software. Et c'était une belle aventure. Donc, mettons, de 5 à 10 ans, c'était croissance par différentes initiatives, dans desquelles il y en a eu des très fructueuses, d'autres qui ont été moins bonnes. On a fait des acquisitions qui sont avérées moins payantes. On a développé une division, entre autres, je parlais de Great Plains Dynamics tantôt. André et moi, on a dit longtemps que c'était nos frais universitaires. On a perdu peut-être 350 000 $ dans cette aventure-là sur 18 mois. Alors, pour nous autres, dans ce temps-là, c'est une somme énorme. Là. On s'est dit, my God, on a payé. On n'est pas allé à l'université, mais on a payé nos frais universitaires, je peux te garantir. Américain, quasiment. Américain, quasiment, mais ça a coûté cher, cette aventure-là, mais on a appris énormément dans cette aventure-là. Alors, il y a eu plein d'apprentissages qui ont eu lieu entre 5 et 10 ans dans la croissance de la business. Parce que c'est ça que t'arrives. Quand tu commences à avoir de la profitabilité, des ventes, tu peux voir gros. Des fois, voir gros a du bon, mais aussi peut avoir du mauvais parce que tu peux peut-être t'enligner sur des directions qui, au final, tu penses qu'ils sont bonnes, puis ils t'amènent aussi un certain apprentissage, mais sont
pas autant rentable que tu avais pu penser. Tu sais. Donc, tu as cette phase-là un peu que tu vois super gros après que tu as été capable d'avoir des 5 premières années de super croissance. Oui, puis une chose, Antoine, qui est drôle, qui est vraie pour à peu près tous les entrepreneurs que je connais, mais on est bien plus brillant après que pendant ou avant. C'est-à-dire qu'après, quand on regarde nos affaires, on est capable de dire, ah oui, on avait tel plan, on avait telle vision, on avait pensé à telle affaire, on a fait telle erreur, mais on s'est sauvé de telle façon. On est capable d'expliquer avec une certaine, je dirais, une certaine crédibilité qu'on s'accorde soi-même. On a l'air smart. Et que les autres nous accordent. Là. Ouais. Mais dans la réalité, dans le feu de l'action, quand tu construis tes affaires, t'es dans le néant. Tu n'as jamais vraiment d'assurance sur ce qui s'en vient. Tu prends des décisions. Quand elle est bonne, tu es un champion. Quand elle n'est pas bonne, tu dis, j'ai appris. Mais le jour où tu l'as pris, tu étais sûr qu'elle était bonne. Là, fait qu'à chaque décision que tu prends, tu es toujours convaincu que c'est la bonne décision. C'est après coup que tu te rends compte que tu n'es peut-être pas la meilleure, puis que ça va corriger, cette itération-là va corriger les prochaines décisions parce que tu as appris, justement. Mais rétrospectivement, j'analyse tout ce qu'on a fait. On a fait des maudites bonnes affaires, mais le jour où on a pris toutes ces décisions-là, on les a pris avec le meilleur de nos connaissances à ce moment-là. Puis aujourd'hui, je suis juste, entre guillemets, un peu chanceux de pouvoir t'en parler parce que si j'avais pris une mauvaise ou deux mauvaises décisions là-dedans qui fait que la business n'aurait pas passé à travers, je serais pas ici aujourd'hui. Pourtant, ça serait le fruit de 2 mauvaises décisions sur l'ensemble que j'ai prises. Alors, c'est peut-être des 2 bonnes que j'ai prises qui font que je suis ici aujourd'hui. Tu sais. Alors, je fais juste dire ça pour rappeler que même Guy Laliberté, Alain Bouchard, on leur parle, ils analysent eux-mêmes leur carrière, leur parcours, puis ils vont donner des enseignements qui sont très puissants. Mais quand ils ont réalisé leur business, ils étaient pareils comme toi, pareils comme moi quand on est en train de construire une business. On fait le maximum de ce qu'on pense être la bonne chose pour la baraque, puis quand ça marche, on est des champions. Puis quand ça marche pas, on est juste un autre dans le tas dont on ne parlera jamais. Tu sais. 100% d'accord. Puis j'imagine que ces différents apprentissages-là, on a parlé du 5-10 ans, mais le cas qu'on arrive à peu près au 15-17 ans, on va le dire comme ça, ou même du 10 à 17 ans, là, tu commences à avoir beaucoup d'expérience, un petit peu plus, parce que tes erreurs, tu les as faites, tu apprends de ces erreurs-là. Là, tu arrives vers quelques années, on va dire les 5 années avant la vente de l'organisation. Peux-tu me dire un peu comment Serge Beauchemin est à ce moment-là, comment Treesoft est à ce moment-là? J'imagine que l'entreprise est à des années-lumière qu'elle pouvait l'être à ses débuts. À quoi que ça ressemble? Forcément, elle est plus mature comme organisation. On est plus mature aussi comme gestionnaire. C'est-à-dire qu'on a créé à l'époque un conseil d'administration. Alors, on est allé chercher des gens extérieurs. On avait l'ambition de devenir une société publique parce que c'était aussi la mode en technologie des années 98 dans ces eaux-là. 98, 99, tous les gens qui faisaient du web, ça s'en allait public, puis ça faisait des fortunes pour des valorisations dérisoires. Là. Je te confie quelque chose, un exemple, là, mais une entreprise que j'ai connue, dont j'ai connu le président à Ottawa, le gars faisait 1,2 million de chiffre d'affaires en développement de site web. Donc, on sait tous les deux ce que c'est. Là, du développement de site web, c'est une entreprise de service. Exactement. Il y avait peut-être une quinzaine de jeunes qui travaillaient là-dedans, 1,2 million de billing. Il a vendu la baraque 10 millions. 10 millions. Puis ça faisait combien de profit, tu sais pas? 1,2 million. Mettons qu'il était bien bon puis qu'il faisait 100 000. Ouais. Parce que sur 1,2 million, en service, tu ça fait 150 000, t'es un champion, là. Fait que mettons qu'il faisait 150 millions. OK? Ça, 150 000, il a vendu 10 millions. Cash, là. On l'a payé cash. C'est malade, tu sais. Fait que, donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est malade. Dans ce temps-là, je n'étais pas malade, c'est le prix, tu sais. Fait que moi, quand je regardais ma business, dans ce temps-là, on faisait peut-être 25 millions. Alors, on se disait, wow, si lui, il a vendu 10 millions, nous autres, on vaut 250 millions. Tu sais. Alors, mais là, tu étais au coin de la bulle tech à peu près. Ah ouais, tout à fait. Toutes les stupidités sont arrivées à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Mais il y en a une couple qui se reproduisent encore aujourd'hui en passant. Effectivement. Mais toujours est-il que oui, nous, on était dans cette conception-là. Pareil comme tout le monde de cette époque-là aussi. La personne pensait qu'il était stupide dans ce temps-là. Je me rappelle, je suis allé en Californie dans ce temps-là pour un voyage amical. Puis un ami là-bas me fait rencontrer un VC, donc un investisseur en techno là-bas. Puis la première question qu'il me dit, fais-tu de l'argent? Ben moi, fièrement, je réponds, ben oui, tu sais, une belle croissance, on fait de l'argent. Moi, tu fais de l'argent, t'as rien compris. Puis là, je suis comme, wow, puis j'étais quasiment insulté. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien compris. Aujourd'hui, je comprends très bien parce qu'il disait, si tu fais de l'argent, tu vas pas assez vite, tu sais. Parce que ce qu'il valorisait, lui, c'est, tu sais, quand on dit faire de l'argent, pas faire de l'argent, il faut juste savoir bien compter quand tu dis ça comme faut, tu sais. C'est que, mettons que j'ai une business qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, de laquelle, si je gérais ma business correctement, je dégagerais, mettons, 2 millions de profit, OK? Mais au lieu de prendre le 2 millions puis de le dégager en profit, disons que je le réinvestis, tu sais bien de quoi je parle, en acquisition de clients. OK? Donc, avec ce 2 millions-là de cash, je le remets en dépenses marketing pour que l'année d'après, mon 2 millions de business, mettons, 10 millions de chiffre d'affaires, devienne 40 millions de chiffre d'affaires parce que j'ai pris le 2 millions puis au lieu de le dégager en profit, je l'ai réinvesti tout de suite en dépenses marketing pour continuer d'acquérir la clientèle. Donc, dans mon état financier, mon état de résultat, je vais être probablement à zéro, peut-être même à perte parce que j'ai investi en acquisition de clientèle.
Mais dans la réalité, c'est si je coupais mes dépenses d'acquisition de clientèle, je serais hautement profitable. Exactement. Okay? Quand tu as un modèle qui est comme ça, tu fais donc techniquement de l'argent et c'est acceptable de la part de l'ensemble des actionnaires que tu sois en freaking croissance parce qu'en fait, tu as déjà un modèle qui a prouvé sa rentabilité. Ouais. Tu comprends? Mais ça, c'est l'histoire que je vais te dire. Là, même, je suis convaincu que plein d'éditeurs qui n'ont même pas suivi ce que j'ai raconté. Tu sais. Alors, eux autres, ils ont juste compris le bout qu'il faut croître, mais ils n'ont pas compris que la croissance doit un jour mener à une rentabilité. Tu sais. Alors, moi, je n'étais pas là. J'étais dans une business traditionnelle. Une business traditionnelle, pour moi, ça fait de l'argent. Alors, j'étais bien fier de dire que je faisais de l'argent. Lui, il a dit, t'as rien compris, tu vas pas assez vite. Tu sais. Mais est-ce que ça, puis dis-moi ce que tu en penses un peu, Serge, là-dessus, parce que ça, on s'entend que ça va, surtout, on va dire, en 2019, en ce moment, être pour des entreprises un peu dans un modèle SaaS, un modèle recurring revenue, un modèle que au final, il y a beaucoup de ventes qui se font, il y a beaucoup de revenus, qui le profit est caché par tout le volet d'acquisition qu'on va réinvestir. Puis comme tu dis, au final, quand tu vends ça ou quand tu enlèves le volet d'acquisition, bien, il y a une optimisation qui se fait des opérations. Fait que tu peux couper beaucoup des costs, puis finalement, sur papier, voir une forme de profit. Par contre, si tu n'as pas un modèle d'affaires comme ça, est-ce que tu penses que ces modèles de juste réinvestir dans de la croissance sont viables? Ben, si cette mathématique-là n'est pas prouvée, moi, je pense que c'est pas viable. Je pense que c'est pas viable du tout. Ça n'a aucun sens. Mais malgré ce que toi et moi on en pense, ça existe aujourd'hui. Puis il y a des gens qui ont des modèles comme ça, qui ont réussi à les flipper avant que le château de cartes s'effondre. Alors, je peux pas dire que ça n'existe pas. Moi, je peux juste dire que je suis pas habile à ça. Si me demande de bâtir une business semblable, c'est contre ma nature, c'est contre ma façon de voir les choses. Alors, moi, je serais pas habile. Mais je connais plein de jeunes qui sont excellents à faire ça, à monter des setups d'entreprise. Des bulles. Ben, on va appeler ça des bulles, mettons, mais qui sont très bons là-dedans. Puis qui sont même adulés comme des champions d'investissement au Canada, puis des champions d'entrepreneurs en Amérique. Mais ils ont bâti des entreprises. Puis plus qu'une fois, en plus, là, des fois, tu vois ça, des serial entrepreneurs. Puis là, tu regardes leur track, là, ils en ont fait 8, 9. Là, ils ont bâti une patente, ils l'ont flippé 1 an et demi plus tard. Quand tu sais qu'une business, normalement, ça prend 7, 8 ans là, avant de rentabiliser. Eux autres, ils ont déjà en 8 ans sorti 10 business. Et voilà. Alors, comment ils ont fait ça? Ben, ils sont probablement meilleurs et plus smart que moi. Là. Moi, je suis pas là encore. Moi, je suis juste un pauvre petit entrepreneur qui a bâti ses affaires brique par brique pendant 17 ans. T'sais. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Puis c'est intéressant qu'on en parle parce qu'on vient de parler de des entreprises qui souvent ont un potentiel, on va dire, sur 5-10 ans d'être achetées parce que c'est pour ça que tu décides souvent de ne pas faire de profit. C'est qu'au final, tu as un exit en tête. Puis on veut parler aujourd'hui de la vente de l'entreprise que tu as été capable de faire avec Treesoft. Donc, t'arrives, puis moi, c'est ça que je veux savoir. Du moment que vous avez cette forte croissance-là vers, on va dire, le début des années 2000, là, à partir de là, on avait eu une discussion, toi et moi, ensemble. Je pense que des discussions qui se passent entre toi, tes associés, tu as un conseil d'administration également que tu nous as parlé, de se dire, là, on n'est plus certain que le marché est aussi gros qu'à l'époque. Et si la réponse est oui à la question qu'on vient de poser, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est là que ça devient intéressant de ce que tu me parles un peu. Puis je sais pas si tu peux en discuter un peu avec nous aujourd'hui de tout ce volet de consolidation-là de ton marché à cette époque-là. Ouais, tu disais tantôt que j'ai peut-être pas bien répondu parce qu'on est parti dans un envolé. C'est bien correct. Disais, qu'est-ce qui se passe là, entre 5-10 ans ou 10-15 ans? Je t'ai dit, on est plus mature, on a créé un CA, on a créé un board. On est aussi plus mature dans notre vision et dans notre senti de l'entreprise. On était davantage au courant des différents cadrans d'opération, les dashboards là, qu'on appelle aujourd'hui dans ce temps-là. Il n'y a peut-être pas vraiment de nom pour ça où ça commençait. Mais on est davantage au courant là, des différents indicateurs de performance de la baraque. On est pas mal bien géré, même qu'on est reconnu au Canada à l'époque pour être une des 50 sociétés privées les mieux gérées au Canada. 6 années de suite. Ouais, 6 années de suite, vous avez été nommé là-dedans. C'est fabuleux, là. Alors, c'était quand même assez une réalisation assez importante pour une PME, là, une petite entreprise, même si les chiffres peuvent paraître impressionnants pour certains, ça reste une petite entreprise. Alors, ou une moyenne, je vais dire comme ça. Alors, toujours est-il qu'on est plus au courant, plus mature, plus informé. On a un board, donc maintenant, là, on a des gens d'extérieur qui critiquent nos décisions stratégiques, qui nous aident à réfléchir aussi. On est allé chercher des gens solides. On est allé chercher Gérard-Antoine Limoges, qui à l'époque était le président d'Ernst & Young Canada, ou du moins qui venait de prendre sa retraite d'Ernst & Young Canada. On est allé chercher Pierre Ducrot, qui était le fondateur de DMR. DMR qui a été l'un des fleurons de l'informatique mondiale. Quand tu dis chercher, tu les as amenés sur le board, c'est ça? OK. On est allé les rencontrer, les inviter à devenir membre de notre conseil d'administration. On est allé chercher aussi Luc Beauregard, qui était le fondateur de la firme nationale, la firme de relations de presse nationale. Et Luc faisait aucun board. Il faisait 2 de ses clients, qui étaient Molson, puis un autre, je pense, une compagnie d'assurance. Et quand on l'a rencontré, c'est la première chose qu'il nous a dit. Il a dit, moi, je fais pas de board. Je fais pas ça des boards. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Puis on a réussi quand même à l'allumer. Faut croire aussi que la présence de Gérard et de Pierre Ducrot sur notre conseil l'a aussi aidé. C'était 2 gars qui connaissaient bien. Alors, il a accepté de siéger à notre conseil. Les 3 ont investi de l'argent aussi dans Barack. On a fait une levée de fonds pour une initiative qu'on mettait sur pied. On a levé 5 millions, puis les gars ont poté de l'argent dedans aussi.
Fait que c'est des vrais, là. Donc, c'est des vrais. Ils sont pas juste là au meeting une fois par mois, là. Ils croyaient vraiment ce qui se passait autour de la table. Alors, ça nous a aidé aussi à augmenter notre sensibilité, notre acuité, notre précision, notre objectivité comme décideur d'affaires, puis comme visionnaire, comme entrepreneur. Puis ça nous a aidé aussi à structurer les rapports de force et les rapports de pouvoir dans l'organisation. Qui est le CEO? Qui est le COO? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le rôle du CEO par rapport au rôle d'actionnaire, par rapport au rôle d'employé, par rapport au rôle d'administrateur de société? Donc, tu as comme 3 chapeaux. Ben, tout ça, on a appris ça en le faisant. On a appris à apprendre ça en théorie, mais on a appris ça dans la réalité. Et ça, c'était drôlement révélateur. Donc, je reviens maintenant à qu'est-ce qui se passe. On arrive à fin des années 90, donc 98, 99, même 2000, mais particulièrement 99. Ça a été des années de très forte croissance en technologie. Si tu te rappelles, Antoine, il y a eu le bug de l'an 2000. Ben donc, avant l'an 2000, début des années 80, 90, les gens développaient des softwares et personne n'avait pensé qu'un jour, la date serait sur 4 digits, ou du moins, de 99, on passerait à 2000, donc 00 serait plus grand que 99, ce qui fait pas de sens. 00, c'est plus petit que 99. Mais tous les logiciels qui avaient une date sur 2 digits étaient fourrés parce que là, ça marchait plus, les tris, toutes les séquences de traitement des données marchaient pas. Alors, il fallait convertir tous ces softwares-là pour tenir compte maintenant du passage à l'an 2000. Alors, ça crée énormément d'investissements auprès des grandes entreprises qui avaient des gros systèmes. Donc, les entreprises qui avaient les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies d'actuaires, donc toutes les entreprises qui avaient du transactionnel informatique devaient maintenant mettre leur logiciel à jour pour le fameux passage à l'an 2000. Alors, ça a déclenché une série d'investissements colossales de la part de tout ce marché-là auprès d'entreprises comme la mienne, donc des fournisseurs de technologies, de produits informatiques, d'ordinateurs, de logiciels et de services. Boum, tout le monde grandissait. Il y a un sage qui disait quand l'eau de la rivière, dans l'eau du lac monte, tous les bateaux flottent. Ben, je peux te dire que le mien flottait big time. Okay? Ah ouais. Il flottait comme tous les autres bateaux. Tu aurais pu être n'importe quel sans dessin. Tu vendais du software en 98. T'es le roi du pétrole. Tu en vendais. Il y avait de la demande. Alors, on a fait une maudite bonne job, on a une bonne croissance, mais le party s'est arrêté. Septembre 99, il y a eu ce qu'on a appelé le moratoire de l'an 2000. Et voilà. C'est-à-dire, toutes ces compagnies-là ont dit, ben là, écoute, on touche plus à rien, on attend le passage de l'an 2000, voir comment ça va aller, cette affaire-là. Puis, regardons ça, ben, par la force des choses, tout le travail qui a été fait partout, ben, il s'est rien passé. Donc, il y a pas eu de crash important. La plupart des gens ont réussi à passer à travers ça, puis ont corrigé les petits bugs ici et là qui se sont produits. Alors, la conséquence de ça, c'est que grâce aux investissements qui ont été faits en 97, 98, 99, ben 2000, il n'y a pas eu de bug, mais il y a eu aussi une coupure. On n'a pas besoin de dépenser autant maintenant. Les dépenses ont été faites. Alors, les revenus ont baissé beaucoup pour la plupart des joueurs. Et chez nous également, cette année-là, on l'avait appelé notre année sourire. Les 6 premiers mois, on perdait littéralement de l'argent tous les mois. Et on a coupé 15% de la masse salariale à ce moment-là avec beaucoup de sanglots parce que c'était tous des amis, des frères de sang. Et on a pleuré notre vie quand on a fallu prendre cette décision-là, mais on s'était dit, on a mieux couper le bras que de perdre le corps au complet. On se comprend. On s'est coupé un bras, puis on les a laissés partir. Et ça, ben, c'est devenu profitable. Le mois d'après, on a commencé à refaire des profits. Puis au fil de l'année, on a fait un maigre profit, mais on en a fait un pareil. Quand même. Et on avait appelé ça notre année sourire. La descente et la remontée se faisaient comme un sourire. Là. Alors, c'était notre année sourire. Et donc, 2000, c'était une année difficile. Mais personne n'y est échappé. Non, personne n'y a échappé. Il y a eu beaucoup d'entreprises, puis on connaît le reste aussi, là, avec l'éclatement de la bulle. Il y a eu plein de monde qui ont tombé après ça. Alors, donc, on est revenu à une valorisation plus normale pour l'ensemble de l'industrie. Et on est revenu aussi à des taux de croissance plus normaux, plus matures. Donc, si 97, 98, 99, on avait connu des croissances de 12, 15, 18, 20% de l'industrie au complet, ben là, on connaissait des croissances de 2, 3, 4%. Okay. Pour une compagnie privée, tu peux survivre. Une compagnie publique, c'est une catastrophe. Parce que là, tu peux pas dire à tes actionnaires que ça fait 3 ans que tu es habitué à 15, 20, 30% de croissance, que là, cette année, tu vas juste suivre la vague puis tu vas grandir à 2, 3%. Eux, ils accepteront pas ça. Eux, ils accepteront pas ça. Ils vont mettre leur argent ailleurs. Exact. Ils vont se mettre à shorter ton stock ou à vendre ton stock. Ta compagnie va avoir de la difficulté à se financer, et ainsi de suite. Alors, ces compagnies-là se disent, bon, ben, OK, plus de croissance. Et si toi, tu veux maintenir une croissance, la mathématique est simple. Si tu veux croître à 20%, puis l'industrie dans laquelle tu grandis, elle grandit à 2% par année, ben, le 18 qui te manque, faut aller le chercher quelque part. Et voilà. Puis c'est pas dans l'industrie, il n'a pas, elle grandit pas plus que 2. Alors, tu vas aller chercher dans les poches de tes concurrents. Ça s'appelle des parts de marché. Fait que tu vas aller voler des parts de marché à tes concurrents ou tu vas littéralement acheter les concurrents. Alors, la façon la plus simple, c'est d'acheter les concurrents. Fait que les consolidateurs ont commencé à faire leur travail, c'est-à-dire les plus gros sont mis à acheter les plus petits. Alors, le téléphone s'est mis à sonner à gauche pas à droite auprès des plus petits joueurs de l'industrie. Et même si ça peut t'apparaître important, si on a 15 millions de chiffre d'affaires, il faut se remettre dans le contexte. Je ne vendais que du software. Et à l'époque, pour chaque dollar de software, ils se vendaient à peu près 3,5 $ de hardware. Donc, quelqu'un qui aurait eu la même business que la mienne puis qui vendait aussi du hardware aurait fait facilement 3,5 fois de plus de chiffre d'affaires. Donc, intéressant.
250 millions, tu sais. Alors, mon concurrent qui fait 250 millions est à peu près nez à nez avec moi, mais aux yeux du marché financier, il est 3 fois et demi plus important. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs de 3, 4, 500 millions commençaient à acheter. OK. Appelaient des boîtes qui vendaient 15-20 millions de chiffre d'affaires en software, puis achetaient ces boîtes-là. Et le téléphone s'est mis à sonner chez nous. Nous, on se va bien nos affaires, on est en croissance, on a passé à travers l'an 2000, on est rendu en 2003, 2004, nos affaires vont bien. En fait, 2003 et 2004, c'était nos 2 années les plus profitables de notre histoire. Nos affaires vont mauditement bien. On a levé du capital pour une filiale. La filiale, elle va moins bien, c'est une start-up, puis elle arrache un peu, mais le cœur de la business roule à la planche. Alors, mais comme il n'y a pas de croissance, le téléphone sonne, mon board commence à jaser, puis on commence à se dire, ben là, on va essayer de voir c'est quoi l'avenir, tu sais. C'est quoi notre avenir pour les 5-10 prochaines années? Ça fait longtemps que vous êtes là quand même, là. Ah oui, ben oui. Puis là, quand on commence à regarder ça froidement et objectivement, on se dit, ben écoute, il y a définitivement un marché de consolidation qui va s'installer, puis il y a un ménage, entre guillemets, qui va se faire. Et ça va pas durer 2 semaines, ça va durer peut-être 3, 4, 5 ans, tu sais. Puis au terme de ces 4, 5 ans-là, ben c'est les consolidateurs qui vont être encore là dans 4, 5 ans, puis c'est les plus petits qui vont avoir été achetés. Notre position à nous, est-ce que c'est celle d'un consolidateur ou d'une firme, d'une cible de consolidation? Et là, quand on regarde la taille de notre organisation pan-canadienne, 60% de nos ventes, 65% de nos ventes venaient du Québec, 35% du reste du Canada. Alors, on est quand même un petit joueur sur l'échelle canadienne, un petit joueur sur l'échelle nord-américaine. Alors, définitivement, on est une cible de consolidation et non un consolidateur. Alors, dans une telle perspective, ben, tu peux dire avec l'ego, dire, on va toutes les planter pareil, ou tu peux dire avec une certaine sagesse qu'il y avait aussi autour de mon conseil d'administration, une certaine sagesse qui dit, ben, écoute, c'est peut-être le temps de vendre l'autobus, prendre le cash puis s'acheter un avion, puis faire d'autres choses. On se comprend. Parce que le marché des autobus est peut-être terminé pour nous, l'aventure est peut-être terminée. Ou on y voit aveuglément, puis on dit on va devenir le champion des autobus malgré tout. On a choisi une voie plus intelligente, je pense, qui est à dire on va sortir du marché des autobus, puis on va s'en aller dans le domaine de l'aviation. Là. Je donne une image. Alors, donc, c'est pas d'abandonner puis de s'en aller chez eux, c'est pas défaitiste de vendre, c'est de constater peut-être un mouvement stratégique. C'est peut-être le bon temps de sortir de ce marché-là puis d'entrer dans un autre marché. Alors, c'est le contexte de marché vraiment qui Exact. C'est ce que nous, on a cru, en tout cas, qu'on était à une certaine maturité, que notre position n'était pas celle d'un dominant. Alors, avant d'être victime d'un crash, parce que, tu sais, si on avait été trop orgueilleux, trop égo solide, je dirais, là, ou égocentrique, on aurait probablement pris de mauvaises décisions. On aurait dit, nous autres, on va les torcher, puis on va gagner. Mais dans une guerre de titans, on aurait perdu la guerre assez rapidement. Parce que je te donne un exemple, là, notre concurrent qui nous a acheté, c'est une entreprise publique. Ben, on pouvait voir leur Soft Choice, on peut les nommer. Exact, c'est Soft Choice. On pouvait voir de Soft Choice ou de leur concurrent qui était public, on pourrait voir leur budget. Juste le budget en informatique, qui dépensait en informatique, c'était plus grand que la marge bénéficiaire brute qu'on faisait. Tu sais, fait que là, ça veut dire qu'eux autres, là, ils bâtissent des tanks à une vitesse plus grande que nous autres, on est capable de mettre du gaz dans le nôtre. T'sais. Fait que ça marche pas. C'est que l'équation est juste mathématique. Exact. Là. Ça va, on vous finir par l'avoir sur le nez. Ben oui. Il aurait pu choisir un exemple de dire, ben sais-tu quoi, nous autres, on domine l'Amérique du Nord, le Québec, on va vendre nos produits à coste ou même à perte pendant 2 ans. Juste pour les planter. Le temps qu'ils meurent, puis quand ils vont être morts, on ramassera le marché puis on montre nos prix. T'sais. On pouvait pas, nous, assumer une telle concurrence, une telle vigueur ou une telle concurrence. Alors, c'était un bon timing, on pensait, puis je le maintiens toujours, c'était un bon timing pour optimiser la transaction pour les actionnaires. Puis c'est aussi un bon timing, je pense, pour négocier, tu sais, parce que quand tu négocies, quand tu es en position de force, puis que tu es désiré, tu es plus capable de négocier que quand tu n'as plus le choix. Tu l'as dit, le téléphone sonne. C'est eux qui cherchaient du monde pour continuer à avoir une croissance, comme tu disais tantôt, du 12-13 %. Donc, au final, attends pas qui rappellent pas. Tu sais, c'est là, essayer de peut-être danser avec eux puis voir c'est quoi le meilleur deal que tout le monde peut trouver. C'est ce qu'on a pensé aussi. Alors, c'est entamer un processus. C'est un processus de vente qui est un processus relativement complexe dans une certaine perspective, particulièrement au niveau des émotions, je te dirais, à la base, parce que tu veux vendre ta business, mais tu peux pas dire à ton staff que tu veux vendre la business. Parce que tu dis à ton staff que tu vends business, ben, ces gens-là vont peut-être arrêter de travailler, vont peut-être trouver ça moins motivant, vont se trouver une job ailleurs parce qu'ils vont avoir peur. Et du coup, ben, la business va perdre sa valeur. Si tu veux optimiser la valeur, ben, faut que tu continues à dire à tes employés, à tes clients, à tout, que tout va bien, puis tu regardes vers l'avant. Puis de l'autre côté, parallèlement, tu as le sentiment de trahison parce que tu es en train de vendre la baraque, puis tu es en train de dire, je suis le faux frère de l'histoire. T'sais. Rétrospectivement, je suis pas le faux frère de personne, puis j'ai pris les bonnes décisions, autant pour mon staff que mes clients, que mes actionnaires, mais pendant que ça se passe, je peux te dire que tu as des examens de conscience réguliers et tu te sens pas toujours champion. Je comprends. Ceci étant dit, on a pris le taureau par les cornes, on a pris le processus en main. On a donc fait appel à un consultant de firme externe. On trouvait que c'était la bonne façon de faire les choses parce que ça créait un intermédiaire. T'sais, le jour où on l'a fait, c'était peut-être pas clair. Rétrospectivement, je te disais tantôt, on a toujours là plus champion quand on regarde en arrière, mais je pense que c'est une maudite bonne décision parce que la venue d'une tierce partie pour nous représenter nous a permis de faire le processus de façon adéquate.
fois. Donc, on n'est pas arrivé comme des juniors, on est arrivé comme des seniors, comme des pros dans le processus. On a engagé à l'époque, fait un appel d'offres, on a reçu 3 firmes qui se sont présentées à nous et on a sélectionné PricewaterhouseCoopers et en la personne de Nicolas Marcoux, qui aujourd'hui d'ailleurs a été nommé récemment le président canadien de PricewaterhouseCoopers. Un bon choix. Donc, on avait on a fait un bon choix. Nicolas est venu avec son équipe, là, il était pas tout seul, puis dans son équipe, il y avait des champions, des championnes aussi, là, Christine Pouliot et mon Dieu, je vais oublier son prénom, Charles Godbout, voilà. Alors, donc, 2 autres acolytes, 2 tops qui ont monté dans l'organisation aussi. Et ces gens-là sont venus nous rencontrer, puis ils nous ont expliqué comment ça se passait le processus. Et ils ont fait ce qu'on appelle un book ou un Confidential Information Memorandum, un CIM. Pourquoi ça? Ben, c'est l'histoire de ta business dans un livre. Hein. C'est littéralement ça. Ils ont passé probablement 4-5 mois, là, si c'est pas 6. Là, ton CV. Ton CV de l'entreprise. Donc, là, on part de toute ton entreprise, on la décortique, les forces et faiblesses. On parle pas trop des faiblesses, mais on parle particulièrement de ses forces, ses propriétés, ses acquis, ses gains, ce qu'elle possède, ce qui peut avoir de la valeur pour quelqu'un, sa notoriété dans le marché. Alors, donc, on prépare la mariée, tu sais, donc on l'habille, on va chercher tous ses plus beaux atouts, puis on les met clean, le plus propre possible, tout le plus droit possible. Alors ça s'appelle le book. Et parallèlement à ça aussi, on commence à identifier des cibles d'achat potentiels. Donc là, on a des discussions avec Pricewaterhouse, puis on identifie nous autres qui peut, selon nous, notre perspective à nous, être des acheteurs potentiels. Puis là, eux vont... Je suis curieux, Serge, là-dessus. Tu disais tantôt, il y a eu des appels. Donc, est-ce que les cibles en soi que tu étais capable peut-être de décider avec la firme que tu avais engagée, avec Nicolas Marcoux et son équipe, de se dire, OK, les cibles qu'on va prendre, mais regarde, il y a déjà des gens qui ont commencé à nous faire des avances. Fait que, tu sais, au final, tu avais déjà du monde qui montrait de l'intérêt. C'est plus facile, j'imagine, à ce moment-là. Tout à fait. Ben, mettons qu'on avait eu 4 appels de 4 firmes, mais c'est sûr que ces 4 firmes-là, tu as des cibles potentielles d'acquisition, ou du moins d'acheteurs. Puis là, ben, nos conversations avec Price, on dit, OK, ces 4-là, ils ont des concurrents. Bon, c'est qui les concurrents? Alors, on a listé les concurrents avec qui on n'avait aucun contact. Les autres, ils ont appelés, tu sais. Alors, on a listé des concurrents potentiels à ces acheteurs-là. On a évidemment trouvé d'autres acheteurs potentiels. Puis ils sont même allés plus loin, eux autres, en se disant, ben, il y a peut-être des firmes d'équité, là, j'ai pas le bon terme en français, là, mais des firmes de gestion d'actifs, disons, qui auraient de l'intérêt à posséder une compagnie comme la tienne dans leur portefeuille. Il peut peut-être avoir des compléments, donc des joueurs qui vendent du service, qui pourraient avoir un avantage à faire une acquisition au Québec pour rentrer leur service au Québec. Donc, ils vendent pas de software, ils vendent pas de hardware, mais tu sais, parce que tu as 2000 clients, ben, eux autres, ils seraient peut-être intéressés à acheter tes 2000 clients pour vendre leurs services et produits dans ces 2000 clients. C'est surtout ça que j'imagine dans le contexte de ton modèle d'affaires, c'est surtout ça que tu as à offrir. C'est ta base de clients. Exactement, la base de relation avec mes clients, puis évidemment, le fait qu'on leur vend des softwares et qu'on fait de l'argent avec, fondamentalement, ça aussi, c'est une bonne valeur. Là. Alors donc, ils ont pendant qu'on préparait le book, ou qu'ils préparaient le book avec 2 managers à l'interne, on a travaillé à identifier des cibles, puis ils ont placé le téléphone, ils ont placé des appels. Tu sais. Et quand ces entreprises-là manifestaient un intérêt, ben avec le book, ils ont fait un teaser. Ce qu'on appelle un teaser, c'est un few pager, là, quelques pages, où ils reprennent essentiellement les éléments importants de ton book, puis ils vont tout le rendre anonyme. Tiens. OK, donc ils vont tout effacer les marques qui pourraient leur permettre de t'identifier facilement, mais ils vont donner suffisamment d'informations pour te donner le goût d'aller plus loin. OK? Alors, ils appellent ça un teaser, c'est quelques pages, puis dès qu'il y a un intérêt de la part d'une des personnes à qui ils contactent, ils vont leur envoyer ça. Donc, ça se fait tout anonyme. Bonjour, j'ai un client qui est intéressé à regarder des fusions potentielles stratégiques. Il dit pas que tu es à vendre, mais tu sais, qui est intéressé à grandir par association. Seriez-vous intéressé à en savoir davantage? On vous a ciblé comme une cible potentielle pour ce genre de transaction-là. On est spécialisé en transactions. Alors, ça fait tout bien pro. Le gars dit, écoute, ça m'intéresse. Il envoie un NDA, donc un Non-Disclosure Agreement. Il s'engage à regarder le document sans discloser l'information. Et un coup que tout ce processus-là est en branle, pouf, on va envoyer le fameux book, le fameux Confidential Information Memorandum. Et ça apparaît chez 2 ou 3 ou 4 de ces acheteurs-là. Au terme desquels, il y a certains de ces acheteurs-là vont manifester l'intérêt de rencontrer le management. Donc là, ça s'appelle les management presentations, où là, l'équipe, ni plus ni moins l'équipe de management, les seniors qui ont participé à la création du book, sont appelés à faire une présentation dans une salle de conférence avec ces acheteurs potentiels. Puis là, on fait la même affaire. En fait, c'est un PowerPoint de ton book, mais c'est un PowerPoint live. Donc, sérieux, là? Tu vas te faire poser des questions. Ah ben oui, là, tu te fais tout checker parce que là, ils vont pas juste vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a de beau. J'imagine qu'ils vont vouloir poser aussi qu'est-ce qui a été
moins beau parce que ça devient de plus en plus sérieux. Ouais, en fait, l'objectif réel, c'est de mesurer le management en place. T'sais. OK, ils veulent savoir, c'est avec qui ils vont travailler. Okay. C'est bien beau le papier, là, mais c'est qui les gens derrière tout ça. Alors, ils veulent les voir, ils veulent sentir s'il y a une chimie avec eux autres, si les visions sont compatibles, les valeurs sont compatibles, s'ils vont être capables de blairer ces gens-là après la transaction. Fait que, tu sais, c'est relativement ça, je pense, qui est mesuré. Puis évidemment, ils veulent voir le sérieux, puis peut-être le potentiel post-transaction. Tu sais, y a-tu là-dedans des joueurs que je vais pouvoir mettre dans mon équipe, puis mettre à l'offensive ou à la défensive ou dans un autre secteur, dans un autre créneau. Alors pour eux autres, c'est comme acquérir des nouveaux joueurs dans leur équipe. Alors ils veulent savoir c'est quoi les talents qu'ils ont sous les yeux ou à portée de main là, dans le cadre d'une transaction. Alors donc, ça enclenche les présentations au management. Par la suite, ben là, il y a des offres qui vont être sollicitées. Donc là, le courtier va dire à ces gens-là, ben là, écoutez, on attend des offres jusqu'à telle date, minuit. Vous êtes ouverts à faire vos propositions, on attend vos propositions. Et là, c'était drôlement important d'engager maintenant un deuxième consultant qui est un avocat. Donc, un avocat spécialisé en transactions. Pourquoi? Parce que là, la même affaire, tu veux quelqu'un d'expérimenté qui va venir lire la documentation qu'on va t'envoyer puis qui va défendre tes intérêts. Je t'explique. L'avocat, lui, qu'il y ait une transaction ou pas, il va être payé. Hein? Le courtier, pas un intérêt pécunier, là. Non. Le courtier, normalement, il était à success fee, c'est-à-dire qu'il va avoir un minimum de fee, d'honoraires pour couvrir ses frais, là. Mais lui, il a intérêt à ce qu'il y ait une transaction. Un peu comme un courtier immobilier, là. Il veut qu'il y ait une transaction. Donc, oui, il défend tes intérêts, c'est clair, là. Sans aucun doute, Nicolas et son équipe défendaient les miens, mais ils défendent par conséquent aussi les leurs. Ils veulent qu'il y ait une transaction. Ils veulent qu'il y ait un deal. Donc, alors que l'avocat, lui, techniquement, s'il est bien choisi, lui, il veut défendre tes intérêts, puis il va te charger à l'heure ou à peu près ses honoraires. Tu sais. Donc, il est clairement dit et stipulé que lui pense qu'à tes intérêts. Alors ça, c'est drôlement le fun parce que là, tu as quelqu'un qui lit des contrats légaux. La plupart de ces transactions-là, du moins en informatique, ont lieu en anglais. Donc, ça aide aussi à bien comprendre ce que tu as comme documentation parce que ils vont t'envoyer ça en anglais. Comme c'est eux qui sont les acheteurs, c'est les lois américaines qui vont embarquer. Donc, là, il faut négocier toutes sortes de conditions. Alors, t'es content d'avoir quelqu'un qui sait lire ça puis qui est capable de te mettre ça en bloc. Tu sais. Alors, donc, on a eu donc une première offre d'achat qui a été déposée et avant l'échéance. Puis quand ça s'est fait, bien évidemment, les petits oiseaux circulent dans le marché. Puis là, regardons ça, Soft Choice s'est manifesté comme acheteur potentiel. Alors, il avait refusé notre invitation au tout début du processus. Mais là, quand il a vu que ça s'en venait pour vrai, il s'est dit, écoute, on aimerait ça nous autres aussi bider, mais on a besoin d'une semaine de plus. Est-ce qu'on peut avoir une semaine de plus? Alors, la tierce est partie. Donc, Price a acheté une semaine de plus auprès des autres bidders. On a attendu l'offre de Soft Choice. Et à la fin de l'équation, ben on a accepté celle de Soft Choice. Donc, l'offre était plus intéressante pour Soft Choice que pour les autres offres qu'on a reçues. C'est ce qui conclut la première partie de mon entretien avec Serge Beauchemin. Le deuxième segment de l'entrevue sera disponible d'ici quelques semaines seulement. On y abordera cette fois-ci les dessous de la transaction faite avec Soft Choice ainsi que la période post-transaction pour Serge. On se dit donc à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.